Vous. Il y a de l'or partout. L'or est une relique barbare, comme disait Keynes. Tout ce qui brille attire Donald Trump. Pendant le dîner hier soir à Versailles, le président américain, sous les lustres et les glaces qui reflètent autant les fastes de l'Ancien Régime que les ambiguïtés du pouvoir actuel, a voulu faire une surprise à ses hôtes. Mais Donald Trump reste maître dans l'art de vendre un brouillon comme un triomphe. Le président a dégainé en plein dîner l'accord avec les Iraniens et l'a signé. À l'entendre, tout est réglé, pardonné. Mais lorsqu'on soulève le capot, l'image est moins flatteuse pour le président américain. Les accords diplomatiques se jugent rarement à la lumière des lustres. Ils se lisent dans les petites lignes et entre les lignes, l'Iran reste là. Ni renversé, ni désarmé, ni humilié. Mieux, l'étau économique qui l'étranglait se dessert et il obtient du temps. L'Iran conserve l'essentiel de ses capacités stratégiques, retrouve des débouchés économiques et un gros pactole. Et les mollahs, bien sûr, sont toujours dans leur fauteuil de dirigeants. À Versailles, les caméras ont filmé la signature. L'histoire retiendra peut-être une chose. Au terme d'un bras de fer présenté comme une concession, c'est l'Iran qui repart avec le plus gros lot. On en parle avec Jacques Audibert, ancien conseiller diplomatique de François Hollande à l'Élysée. Merci à vous d'être là. Et concernant l'Iran, vous avez été le principal représentant français dans les négociations qui ont abouti à des accords. Alors je me permets de dire que j'ai le retour qui me dérange dans l'oreillette, si on peut enlever le son. Merci beaucoup. Et merci à vous, Jacques, d'être avec nous. Éric Le Boucher, éditorialiste aux Échos et à l'Opinion. Merci d'être avec nous. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Merci d'être là. Alors Jacques, évidemment, je tourne vers vous. Quand vous lisez les 14 points de l'accord, qui a obtenu le plus de concessions, Washington ou Téhéran ? C'est très clair. Oui, mais je vous laisse le dire. Il n'y a pas photo, comme on dirait dans les milieux sportifs. Non, il y a eu énormément de concessions. Cet accord, le seul intérêt, le seul avantage de cet accord, c'est qu'il existe. C'est-à-dire l'alternative, c'est la poursuite d'une guerre, ou en tout cas d'escarmouches de plus en plus fortes, qui perturbent gravement l'économie mondiale, et donc européenne, donc française. Donc l'accord existe, ça c'est bien. Tout le reste est très mauvais. C'est-à-dire que pour l'obtenir, il semblerait que nos amis américains aient fait un nombre de concessions assez exceptionnelles. Vous savez, tout au début de cette guerre, début mars, les Iraniens avaient publié un papier en 10 points dont on disait c'est de la provocation, ils ne peuvent pas obtenir ça. Là, ils ont à peu près obtenu tout ça, c'est-à-dire la garantie qu'il n'y aurait pas de recherche du régime change. Ça, ils y tenaient particulièrement. C'est dès l'article 3, je crois, du texte. Ensuite, il y a la levée des sanctions. Il y a, comme la levée des sanctions risque de prendre du temps, un dispositif spécial pour autoriser les Iraniens à vendre tout de suite leur pétrole. Il y a le dégel des avoirs gelés. Il y a un fonds de 300 milliards pour reconstruire l'Iran. Il y a évidemment la levée du blocus des ports iraniens. Et en échange de ça, ils rouvrent Hormuz dans des... Et ils feront payer, les Iraniens. C'est pas clair. Le texte dit que ça doit être négocié. Mais donc, autrement dit, ils vont faire payer en faisant probablement une habile nuance entre un péage et des services, toll ou fees. Voilà, ils vont essayer de faire ça. Et ils prennent des engagements sur le nucléaire qui est le sujet le plus important de mon point de vue, des engagements sur le nucléaire qui sont extraordinairement vagues à ce stade. Alors pourquoi en revenir en quelque sorte à cette situation en quelque sorte hantée, puisque le régime des mollahs est toujours en place, les gardiens de la révolution sont là, ils sont peut-être plus jeunes, mais bon, ils sont encore là, le détroit d'Ormuz est réouvert, rien in fine n'a changé. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Donald Trump prend cette décision, qu'il n'est pas allé au bout des choses, qu'il n'a pas détruit le régime iranien qui était quand même l'objectif? C'est incompréhensible. Je ne sais pas si changer le régime iranien était l'objectif. Mais oui, c'est incompréhensible. On ne sait pas, très honnêtement. Si on prend la situation par rapport à fin février, c'est-à-dire avant ces frappes, cette guerre, le régime iranien est plus riche. Son assise a été renforcée par la guerre, évidemment. Il a pu augmenter sa répression, parce que la principale victime de tout ça est évidemment le peuple iranien. Et puis surtout, les Iraniens ont désormais
étaient en mesure de démontrer que Hormuz, ils savent le fermer. Vous savez, quand on négociait, nous, il y a une dizaine d'années, on se disait, si on n'arrive pas à une conclusion, si on n'arrive pas à pousser les Iraniens, que va-t-il se passer? Les Israéliens vont frapper, vont détruire les installations eux-mêmes, et alors les Iraniens fermeront Hormuz. On le savait, c'est une évidence, il suffit de regarder une carte de géographie, c'est une évidence. Mais là, ils l'ont mis en œuvre, ils disposent donc là d'un nouvel instrument de dissuasion qui va asseoir ce régime. Ce régime est en bien meilleure posture qu'avant le début de cette opération. Alors on va écouter Donald Trump et lui, ses arguments en quelque sorte. Les Iraniens savaient qu'on allait les bombarder une troisième soirée. La marine avait disparu. L'armée de l'air n'existait plus. Il n'y avait plus de système anti-aérien. Ils n'avaient plus leurs dirigeants. Mais ils en ont de nouveaux. Je pense que ces nouveaux dirigeants sont plus intelligents et beaucoup moins radicalisés. Franchement, avec ce changement de régime, je pense qu'ils vont se comporter très différemment et qu'ils auront une vision différente de la vie. Voilà une vision plus différente de la vie. Est-ce que ça veut dire en quelque sorte un peu plus business, tourné vers le marché et tourné vers le money? Qui sait, on peut aussi penser qu'ils seront plus radicalisés parce que, effectivement, concernant en premier la bombe atomique. Parce que je crois que tout le monde observe que s'ils avaient eu la bombe atomique, les Américains se seraient sans doute retenus plus, même carrément, peut-être. Donc la bombe atomique, tout le monde pense que les nouveaux dirigeants iraniens ont une obsession désormais, c'est d'obtenir au plus vite la bombe atomique. Donc le pourront-ils? Je ne sais pas. Mais en tout cas, certainement, ils sont là-dessus plus radicalisés. D'un point de vue business, je serais un peu plus modéré parce que je pense quand même que le régime iranien en a pris un sacré coup sur la figure, donc d'un point de vue économique. Et donc, ils sont vraiment ruinés, beaucoup. Et donc, il va falloir qu'ils reconstituent quelques forces, ne serait-ce que pour acheter les composants des bombes, etc. Donc, le régime iranien sort gagnant d'un point de vue diplomatique et d'un point de vue militaire, probablement. D'un point de vue économique, je serais plus réservé, notamment l'idée qu'on va leur verser 300 milliards de dollars pour reconstruire le pays. Ça, c'est des engagements qui ne seront pas tenus. C'est quasiment certain. Donc, voilà, je voulais apporter cette distinction. Je crois que l'Iran est en sale état économique, un très mauvais état. Sa monnaie n'a jamais été au plus bas, son inflation est terrible, ils ne produisent plus rien, les installations énergétiques sont à moitié cassées. Non, ils sont en mauvais état. Donc, ils ont pris un coup quand même sur la tête, mais ils ont prouvé, leur résilience, et ils sont toujours debout, ils sont toujours là, en capacité de négocier. Dans les éléments de la balance, je pense aussi que politiquement, ils ont gagné quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, d'une part, d'une certaine façon, ils ont prouvé à leur peuple qu'ils étaient capables de se tenir tête, ce qui n'est pas absolument rien dans un pays qui est un pays avec un peuple quand même qui a une certaine idée de son histoire et de son importance, le peuple iranien, qui est divers et dont on sait très bien qu'il n'est pas uni politiquement autour des mollahs, mais qui est quand même uni autour de l'idée que l'Iran, ça compte. Voilà, donc je pense que ça, ils ont gagné un point. Et puis, moi, j'attends de voir comment ça va se traduire sur le plan international. Mais sur le plan international, les États-Unis ont été mis en difficulté par un pays dont on ne donnait pas cher au départ. Troisième élément également de la difficulté qui s'annonce, c'est également la tension qui apparaît de façon très claire avec Israël. C'est-à-dire que là, on se demande ce que Trump est venu faire là, pourquoi il est venu là. Apparemment, c'est quand même pour porter main forte aux stratégies de Benjamin Netanyahou et qui ne sort pas gagnant de cette affaire, Trump. Et Netanyahou se trouve en difficulté aussi dans ses relations avec l'Amérique. Donc, je pense que politiquement, le solde est extrêmement négatif pour les Américains et relativement positif pour le régime iranien. J'ajoute un dernier tout petit point, c'est qu'hier, 2 jeunes hommes qui participaient aux manifestations du mois de janvier ont été pendus. C'est-à-dire que personne n'en a rien dit
C'est-à-dire qu'on passe ça sous silence, des hommes de moins de 30 ans qui ont simplement commis le crime de manifester avec leurs compatriotes en janvier dernier. Et on n'en dit rien. C'est-à-dire qu'on continue d'avancer. Enfin, voilà. Il me semble que tout ça, ils peuvent faire ça et que ça passe. C'est un peu un quitus qu'il aurait donné. En quelque sorte, vous pouvez continuer. Et la question quand même qui reste importante, c'est la dangerosité de l'Iran dans la région. Ben oui, par exemple, vis-à-vis des Israéliens, par exemple. Alors, l'Iran reste dangereux. C'est un des nombreux problèmes de cet accord, c'est qu'il y a pas mal de stipulations pour autrui. C'est-à-dire, dès la première ligne, il est dit les deux parties et leurs alliés s'engagent à cesser le feu. On n'a pas encore vu la réaction officielle israélienne, mais je doute qu'ils respectent ceci. Il y a d'autres stipulations pour autrui très surprenantes. Ils disent on va lever toutes les sanctions. Belle victoire pour les Iraniens, y compris les sanctions des Nations Unies. Alors ça, c'est pas M. Trump et M. Pezeshkian, le président iranien, qui décide ça, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, oui, il y a plein de choses comme ça qui sentent la négociation peut-être un peu rapidement menée, sans faire attention à tous les détails, ce qu'il faut faire avec les Iraniens. Ce qu'on peut espérer maintenant, l'inventaire des turpitudes de M. Trump est infini, mais ce qu'il faut maintenant regarder, c'est comment est-ce qu'ils peuvent, de ça, essayer de faire quelque chose qui renforce la sécurité internationale. Et là, moi, je suis perplexe. Est-ce qu'ils ont une capacité d'ouvrir des négociations demain ? Vous savez que jusqu'à présent, ils ne se sont pas parlé. Oui. C'est-à-dire qu'entre eux, il y avait d'abord les Pakistanais, qui, au bout d'un moment, n'en pouvaient plus. Donc, ils ont été relayés par les Qataris, qui passaient leur temps à faire des allers-retours entre les uns et les autres et à essayer de calmer les gens, d'arbitrer lorsque le président des États-Unis ou les autorités iraniennes lançaient des diatribes. Donc, vous voyez, on a deux parties qui sont... Ça va être compliqué, parce que côté iranien, vous avez des saboteurs, c'est évident. Dès que le texte a été annoncé, il a été dit dans la chaîne de télévision nationale, regardez comme on a humilié les Américains, on les a bien eus. Vous pensez bien que celui qui émet ce message, c'est quelqu'un qui essaie de saboter. Moi, je l'ai vécu 100 fois dans les négociations avec les Iraniens. Lorsque une faction fait un progrès, les autres lui savonnent la planche parce que ce n'est pas leur intérêt ou parce que ce n'est pas eux qui ont réussi. Et des factions, vous en avez beaucoup. Vous avez le Majlis, donc là on a le président du Majlis, du Parlement, qui a été un des signataires à un moment. Vous avez le président, vous avez le gouvernement, vous avez le guide et les mollahs, et vous avez les gardiens. Et entre eux, ça ne fonctionne pas. C'est ça qui rend leur situation encore plus complexe. Et côté américain, à ma connaissance, et ce que j'ai lu dans la presse américaine aujourd'hui de la part des collègues avec qui nous travaillons à l'époque. Comment ils réagissent d'ailleurs ? Mais ils trouvent que ils réagissent très clairement, hein, mais ils trouvent que c'est un très mauvais texte. Mais surtout, ils s'inquiètent de savoir si une capacité de négociation a été créée. En plus, les Américains, pour négocier, ils ont besoin de beaucoup de monde. Vous voyez, nous, la délégation française, on était peut-être les grands jours, on était 8, 9, 10. Les Américains, ils étaient 60, avec des avocats, avec des experts. Ils ont besoin de beaucoup de monde pour négocier, et du coup, ils ont un niveau d'expertise très important. Et là, à ma connaissance, je ne sais pas, est-ce que c'est les deux compères habituels négociateurs qui se contentent de répéter ce qu'a dit le président Trump. Ça ne suffira pas pour aboutir au système dont on a besoin, qui est un système... Le JCPOA, notre accord de 2015, était loin d'être parfait, mais il fonctionnait parce qu'il reposait sur 3 pieds. Des exigences très claires. Là, des exigences, pour l'instant, il n'y en a pas. Si ce n'est que les Iraniens ont dit on ne se dotera pas de la bombe, ce qu'ils nous avaient dit en 2013 à la suite d'une intervention française. D'ailleurs, c'est nous qui avions exigé que ça figure noir sur blanc dans le texte. Donc, des exigences. 1. 2. Une vérification très intrusive. L'AIEA doit tout contrôler. Ça, c'est extrêmement long à établir. Vérifier qu'il n'y a pas des sites secrets, par des visites surprises, par des mesures de radioactivité, partout. Enfin, c'est très complexe et très complet et très long à négocier. Et troisièmement, un système de sanctions qui dit si vous respectez vos obligations, les sanctions sont levées. En revanche, si vous ne les respectez pas,
elles sont rétablies. Oui. Ça s'appelait le snapback et ça a fonctionné d'ailleurs. Alors, avant de vous entendre aussi tous les deux, dans l'accord numéro 8, où il est question de nucléaire, il est écrit « L'Iran réaffirme qu'il ne produira jamais d'armes nucléaires. Le sort des matières fissiles enrichies et toutes les autres questions liées au nucléaire, y compris les besoins nucléaires de l'Iran, seront traités dans un accord final. » Oui, ça C'est charabia. Enfin, non, mais ça, pour le coup, c'est pas anormal. Ce qu'ils auraient dû faire, s'ils étaient un petit peu plus habiles, ils auraient dû faire ce qu'ils ont fait là, et ils auraient dû le faire il y a 2 mois, en disant, bon, traitons ce qui est urgent. Quand on ne sait pas trouver une issue, on séquence. Ce qui est urgent, c'est on lève le blocus des ports iraniens, en échange, vous ouvrez Hormuz. Et pour le reste, maintenant, on discute de vérification, de contraintes, etc. Donc là, ils l'ont mis d'une manière un petit peu brouillonne, surtout couverte de concessions énormes aux Iraniens, et c'est ce qui est supposé commencer demain. Demain, il faut qu'ils commencent à discuter de vrais sujets, parce qu'à court terme, la réouverture des circuits économiques mondiaux est très importante, et encore une fois, c'est le bon côté de cet accord. Oui. Mais à long terme, il faut s'assurer que ce régime ne se dote pas d'une capacité nucléaire, et ce qu'on a là pour l'instant est à des années-lumière. Alors justement, une question, après, Catherine, vous pourrez aussi poser des questions à Jacques Audibert, mais puisque vous parliez de l'économie, forcément le prix du baril, Eric, va baisser, donc on va voir une économie qui va se sentir un peu mieux, moins étouffée, moins prise légèrement, au collet. parce que le prix du baril, il a baissé. Est-ce qu'il va baisser encore? Il est revenu vers les $85, de 105, 115, 110, mais est-ce qu'il va vraiment baisser? Ce qu'on comprend, ce que moi je comprends de l'attitude de Trump, c'est qu'il voulait absolument, avant les mi-termes, que le baril baisse pour les consommateurs américains. Donc il l'a obtenu, c'est redescendu à 85, c'est passé en dessous de $4 le gallon, etc. Donc il espère que d'un point de vue économique, il ne sera pas sanctionné à cause de cette guerre. Donc il était prêt à tout. Je pense alors, on le voit, il était prêt absolument à toutes les concessions pour obtenir ça. Mais ça, et les marchés financiers, les marchés de pétrole, etc., et au gros, toute la sphère économique était d'accord avec ça. Il fallait absolument qu'on signe une paix pour qu'on dise que le détroit allait se réouvrir et que peu à peu, le pétrole allait couler au travers et réalimenter aussi bien la Chine que les autres économies. Donc ça, c'est obtenu, mais c'est incertain encore. C'est-à-dire que, d'une part, il y a les négociations de 60 jours qui peuvent tout casser à tout moment. Et d'autre part, on a bien compris que les installations étaient abîmées, que les assureurs ont peur, que... Bon, bref, le détroit d'Ormuz, désormais, on s'en méfie, au point qu'il y a des gazoducs qui sont en train de construction pour l'éviter. Donc, les marchés financiers, ils avaient besoin de cet accord de paix, voilà, qu'on dise la paix, c'est la paix, mais ils savent derrière aussi que ça ne va pas relancer l'économie mondiale. Beaucoup de mal a été fait. Catherine, donc si vous avez une question pour Jacques. Tout à fait. J'avais une question parce que quand Donald Trump a été élu dans son premier mandat, dans les premières choses qu'il a faites, c'est qu'il est sorti de fameux accords que vous aviez, au nom de la France et avec d'autres, négociés avec l'Iran pour le désarmement nucléaire. Au fond, qu'est-ce que c'était son objectif dans cette guerre? Pourquoi est-ce qu'il a fait cette guerre? Ça n'a jamais été énoncé. Il a raconté des choses. Un jour, c'était pour telle raison, le lendemain, c'était pour une autre. Donc, on n'a jamais officiellement su quelle était la raison de son engagement. C'est la question qu'on se pose depuis le début. Voilà, cette question qu'on se pose depuis le début. Et puis, je pense que la question nucléaire n'était pas non plus si centrale que ça, ou alors on ne comprend pas pourquoi, déjà en 2017, il était sorti de cet accord. Il est sorti, je pense, en 2018, parce qu'il avait une obsession de sortir des engagements d'Obama. Ce n'est pas la première chose qu'il a faite. La première chose, c'est sortir des accords de Paris. Vous avez raison. Et ça nous avait frappé, je me souviens, il avait eu un entretien de courtoisie avec le président Hollande, aux côtés desquels j'étais à l'époque. Et le président Trump était obsédé par ça, en disant les trucs d'Obama, je vais en sortir, ne soyez pas fâchés, mais l'accord de Paris... Comment ? L'accord de Paris sur le climat, oui. L'accord de Paris sur le climat et le JCPOA, il en est sorti. Voilà. Maintenant, quelques années après... pourquoi est-ce qu'il a déclenché cette guerre? Très honnêtement, moi, j'en sais rien. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il n'y avait pas de véritable objectif de guerre. Il y avait probablement quelque part la volonté
de saisir l'opportunité de tuer tous les dirigeants du régime offerte par M. Netanyahou. Et ils ont décidé de lancer ça. Et je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas 50 conseillers qui lui aient dit « mais ils vont bloquer le détroit d'Ormuz ». Et il a dû leur dire... Vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, pour surmonter une telle objection qui est évidente, il faut une autorité très forte. Et ça ne peut être, à mon avis, que celle du président lui-même des États-Unis, qui a dit « mais on les tue tous en 15 jours, tout ça sera terminé, ils ne fermeront pas Ormuz ». Mais c'est des conjectures. Encore une fois, c'est des conjectures. Oui. Voilà, mon souci... J.D. Vance s'était opposé quand même. Enfin, de ce qu'on en a su, il n'avait pas approuvé, le seul dirigeant de il n'a pas été écouté. Il n'a pas été écouté. Oui, il n'a pas été écouté, mais lui, au moins, a dit, à mon avis, ça va le favoriser dans la suite de l'histoire. Enfin bon, ça on verra plus tard. Mais lui, il a dit, ce qui est étonnant, c'est que personne d'autre autour de la table n'est dit à Trump, non mais c'est peut-être pas une bonne idée là, ce que vous allez faire. Je pense que des gens lui ont dit, alors ils ont dû être virés depuis ou pas écoutés en tout cas. Mais pour surmonter une telle objection, qui est une évidence en plus, Ormuz, on ne parlait que de ça à l'époque quand on négociait. Il faut éviter ça. Et à l'époque, c'était encore plus grave, si je peux me permettre, parce que les Américains n'avaient pas encore le gaz de schiste, donc c'est pas 20%, c'est 40% des ressources pétrolières mondiales qui passaient par là. C'était encore pire. Donc on a fermé le détroit d'Ormuz, vous pouvez le faire avec des moyens extrêmement limités, parce qu'il n'y a rien de plus fragile, évidemment, et il n'y a pas de cible plus facile qu'un pétrolier. Et vous agressez un pétrolier, la Lloyds augmente immédiatement ses tarifs, tout le monde s'arrête. Voilà, il n'y a rien de plus facile. Comment a-t-on pu ignorer ça ? On le saura un jour, j'imagine. C'est mystérieux. Mais pour reprendre ce que disait tout à l'heure Donald Trump sur, dans le fond, les nouveaux qui sont à la tête du régime iranien, il dit qu'ils sont plus intelligents, ils sont moins radicalisés. Mais ce sont qui ? Non, mais moi, j'ai renoncé à interpréter les diatribes du président Trump. Peu importe ce qu'il dit en l'espèce. Ce jour-là, il s'est dit, tiens, régime change, les gens ont changé, donc c'est ça le régime change, j'ai rempli mes obligations. Enfin, peu importe. Encore une fois, ce qui compte, c'est est-ce qu'ils auront aujourd'hui la capacité de négocier. Et ce papier est inquiétant, parce que vous voyez bien qu'ils ont donné aux Iraniens tout ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'ils voulaient. Oui. Il y a un détail, il dit, on va lever les sanctions, y compris les sanctions des Nations Unies, donc stipulation pour nous, pour autrui, mais ça, ce sera au terme du processus de négociation. Et les Iraniens ont dû dire non, ça c'est trop tard, donc on veut un article supplémentaire. Il y a un article 10 qui dit, mais les exports de brut, c'est tout de suite. Et les Américains vont prendre les dispositions qu'il faut. Mais alors, c'est 300 milliards d'euros. Qui va... De dollars. Qui va payer d'euros, pourquoi je dis 300 milliards de dollars, qui va payer? Non, mais ça veut dire que... Je ne sais pas, mais j'imagine Trump dit bon, les gros businessmen américains vont faire des affaires en Iran. C'est peut-être ça l'idée. Il a déjà demandé... C'est farfelu complètement. Eric, au sommet, au G7, il a déjà demandé aux autres pays arabes de mettre la main à la poche. C'est-à-dire qu'il a l'intention, comme pour Gaza, de demander à d'autres de payer les destructions. C'est-à-dire qu'il annonce que Gaza, il va tout reconstruire, il va faire une Riviera, mais il demande... ça lui est passé, ça. Mais il n'y en aura pas un qui rentrera à l'Iran. Je crois que ça, c'est de la monnaie de singe. Il n'y aura pas ces 300 milliards. Il le raconte, mais il dit, c'est pas moi qui vais payer, c'est les autres pays arabes. Et les autres pays arabes lui disent, bah oui, mais nous, on a eu nos propres destructions et on a nos propres soucis, on ne va pas s'en occuper. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous l'avez compris, mais moi, j'ai compris son insistance auprès des autres pays arabes pour leur demander de payer. Un peu comme pour Gaza. Franchement, on va tout reconstruire, mais c'est les autres qui payent. Ça ressemble beaucoup au plan en 10 points de l'année dernière de Gaza, hein, au plan en 20 points, pardon. Il fait des photocopies peut-être de ces accords. Non, mais c'est la même démarche qui n'est pas une démarche de prise en compte de l'ensemble des contraintes d'un État, c'est la démarche d'un industriel, d'un homme d'affaires qui dit, moi j'impose, je fais ça, et puis on va le mettre en œuvre. Et ça ne fonctionne pas. Et là, sauf que là, vraiment, c'est important qu'on arrive à mettre sur pied, qu'ils arrivent à mettre sur pied un régime qui empêche, le régime iranien de se doter d'une capacité nucléaire et de multiplier encore la puissance qu'ils leur ont offerte comme ça, sans coup férir. En quelques jours de négociations, ils ont obtenu, les Iraniens, j'imagine qu'ils n'en croient pas leurs yeux. Hein.
Oui, j'imagine Oui. aussi. Alors, un mot pour le diplomate que vous êtes et pour le acteur hein, que vous avez été, d'abord en tant que conseiller diplomatique, connaissant bien les rouages de l'Élysée, de la diplomatie. Quand vous voyez un Donald Trump qui est invité avec tous les fastes à Versailles, voilà, qu'on le soigne, qu'on l'amène dans la galerie des glaces, qu'on lui fait un dîner somptueux, etc. Ce qui, bon, on est la France, après tout, pourquoi pas. La France insoumise considère qu'on ne va pas inviter un homme comme lui. Mais bon, bref, est-ce que cette diplomatie de la papouille, la diplomatie de je te caresse dans le dos, je te fais plaisir, je viens flatter ton ego et tous les ors que tu aimes, ben voilà, tu vas pouvoir les admirer. Est-ce que c'est une diplomatie que vous avez déjà, vous, pu constater, je ne sais pas, peut-être avec Poutine, parce que vous avez rencontré Poutine aussi. Est-ce que c'est des genres de personnalités comme ça, très égotiques, très inflammables comment il faut se comporter avec eux? Est-ce que Macron en fait bien? Honnêtement, on l'a à peine croisé, Trump. C'est un ovni qui rend illisible l'ensemble des usages diplomatiques. Vous n'avez jamais vu ça? Pour juger l'attitude qu'on a avec un chef d'État, il faut connaître le détail, il faut connaître le dernier état de leur contact, et je ne le connais pas, quelle menace il a proféré la veille ou pas. Il faut vraiment être dedans pour juger. Moi, ce que je sais, c'est que diriger un G7, organiser un G7 ou un G8 à l'époque, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que le G7 ou le G8 à l'époque, tout le monde est autour de la table. Vous savez, Blair disait toujours, moi j'aime bien le G8, c'est le moment où je peux m'asseoir autour d'une table où tout le monde ne veut pas mon job. Donc, mais c'est un côté un peu décontracté, c'est un côté un peu... Tout le monde est content de se voir, de discuter de choses et d'autres. Très bien, pour tout le monde, sauf pour celui qui est l'hôte. Parce que l'hôte a l'énorme responsabilité de délivrer des résultats à la fin. Oui, en l'occurrence... Et pour délivrer des résultats, c'est toujours très compliqué. Nous, on avait Poutine, c'était compliqué quand même, mais Trump, c'est 10 fois plus compliqué. Comment vous avez fait avec Poutine, qui est quand même pas l'homme le plus facile de la planète non plus pour le... Je me rappelle un épisode en 2011 où là j'étais directeur politique d'Alain Juppé. Aux côtés d'Alain Juppé, on négociait un texte. Lavrov s'est levé et m'a montré du doigt, a dit « Fire this guy !» Virez ce type. Parce qu'il m'avait entendu dire à mon ministre « Maintenant il faut fermer le texte, ces objections, on ne peut pas en tenir compte. » Il a entendu ça. Voilà, il y avait du cinéma, il y avait des choses comme ça. Mais c'était avec les Russes, comment dirais-je, on s'y attendait plus. Oui. Mais il leur arrivait de... Il y a 2-3 usages indispensables pour qu'une réunion multilatérale fonctionne. Notamment quand on se met d'accord sur un texte, on n'en sort pas. Notamment quand on... Vous voyez, on ne remet pas en cause ce qui a été agréé. Et Trump passe son temps à faire ça. Donc, organiser ça avec quelqu'un comme Trump, c'est un cauchemar. Voilà. Éric, le G7, on verra votre papier dans les Échos demain à lire. Moi, j'ai entendu beaucoup dire, et j'ai lu dans la presse, que le G7 était un modèle assez obsolète, puisque créé pendant la guerre froide, et que voilà, le multilatéralisme, en quelque sorte, n'avait plus vraiment sa place, c'était plus le sujet. Et vous dites... Et on demandera à Jacques et Catherine aussi, vous dites non, il s'est passé des choses. Alors c'est vrai que Zelensky est arrivé, Macron a réussi en quelque sorte, ou les autres, à ramener Trump du côté de Zelensky. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ce G7? Et est-ce que c'est encore un modèle qui fonctionne? Oui, je crois. Sur l'affaire Zelensky, je laisserai Jacques Audibert, il connaît ça mieux que moi sur l'importance que ça a ou que ça n'a pas de ce ralliement en apparence de Trump au camp européen. Mais les G7, c'était né des déséquilibres mondiaux qui créaient des crises. C'est pour ça que Giscard d'Estaing avait imaginé de rencontrer les Américains, et notamment à cause du dollar qui était à l'époque sous-évalué, donc qui mettait toute l'économie mondiale en péril. C'est toujours le cas. C'est-à-dire que les problèmes sont mondiaux, les problèmes économiques, mais les problèmes numériques aujourd'hui, enfin technologiques, les problèmes médicaux avec les pandémies, etc. Tous les problèmes sont mondiaux. Aucun des problèmes ne sera résolu sans une coopération mondiale. Et là, au G7, on a parlé d'Ebola, on a parlé de l'IA. Ce qu'a essayé Emmanuel Macron, c'est de dire ça, c'est de reconstituer une conversation
aisée, amicale, entre les chefs d'État et de gouvernement, sans avoir des textes de derrière préparés. Enfin, en fait, il y en avait, bien sûr, mais au moins la discussion ouverte un peu comme avait pu le faire Giscard d'Estaing avec le président américain, pour qu'on se parle franchement, voilà, que ces gens-là se parlent franchement. Et puis surtout qu'on arrive à reconstituer cette certitude qu'il faut s'entendre pour faire avancer. Enfin, c'est surtout le résultat après, quoi. Enfin... Oui, mais enfin là, ils ont donc... Enfin, ce que j'écris, c'est que moi, je suis un peu surpris de ce travail de grande qualité sur quels sont les déséquilibres mondiaux économiques. En particulier, il est dit, c'était étonnant que Trump ait signé ça, il est dit que les déséquilibres mondiaux qui existent ne seront pas résolus par les tarifs, par les droits de douane. C'est dit dans le texte. C'est une voilà, et voilà, Trump a signé ça. Alors, on voit qu'il signe un peu n'importe quoi. mais au moins, si vous voulez, il y a ce qui est impressionnant, je trouve, moi, c'est que sur tous les sujets, il y a un corps de réflexion qui est très abouti sur qu'est-ce qu'on pourrait faire si on rétablissait une coopération internationale. C'est un multilatéralisme. Pas libéralisme, un multilatéralisme. C'est intéressant. Je rebondirai. Oui, mais ce multilatéralisme, il est nécessaire pour résoudre tous les problèmes. On ne résoudra aucun des problèmes du monde si on ne fait ça, si chacun se sépare et si chacun. Enfin, avouez que la séparation, c'est ce qui se passe de plus en plus de mieux en mieux. Enfin... Mais on peut le regretter. Oui, bien sûr. On comprend que la France, qui était importante dans la création du G7, regrette et continue de travailler pour essayer quand même de tenir un peu les fils d'une coopération mondiale. Alors, il est dit du bien de l'ONU, il est dit du bien des négociations commerciales, il est dit du bien même de l'OMS, de la santé, à propos d'Ebola, puisque les Américains ont quand même décidé à Evian, juste je vous donne la parole, de rajouter 370 millions de dollars pour essayer de sauver les gens atteints d'Ebola au Congo. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Il s'est passé quelque chose. C'est déjà. Donc vous dites il s'est passé quelque chose. Catherine voulait rebondir. Donc rebondissez. Oui, un petit mot, l'OMS que Donald Trump a quitté aussi. Oui, mais il a signé à nouveau le papier. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il s'en fiche complètement de ces papiers. Ce n'est pas si fondamental que ça. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est, d'une certaine manière, je pense que Trump, je ne partage pas ses réponses. Mais il y a quelque chose qu'il voit, c'est qu'on ne peut pas continuer comme dans les années 70, 80, 90, 2000. Le monde occidental ne peut pas diriger tout seul le monde. Donc le G7 a quelque chose, c'est que ce n'est pas le multilatéralisme, le G7. Le G7, c'est la coordination des grands pays occidentaux. Oui, mais ce n'est pas le multilatéralisme. Oui, là, il y avait plein d'invités. Mais le G7, ils étaient invités, mais le G7, ce n'est pas avec le reste du monde. C'est-à-dire, l'Inde, ça n'existe pas. Il était là, maudit. Non, mais il ne participe pas à la structure G7. C'est pas lui qui prépare le G7. Ce que je signifie là, c'est que le problème du multilatéralisme dépasse de très loin la question de la coordination entre occidentaux et que le problème des dérèglements du monde, c'est aussi que nous n'avons pas d'espace qui permette au monde, dans sa diversité et dans sa nouvelle configuration, avec l'émergence de grands pays en Afrique, avec l'émergence de pays en Asie, avec l'Amérique latine, etc. Je pense qu'on a un problème aujourd'hui, aussi bien d'ailleurs du côté du G7 que de l'ONU, que je défends, que je chéris matin, midi et soir. Mais néanmoins, il y a une question que l'ONU a été constituée avec 5 puissances qui sont les puissances du Conseil de sécurité et qu'il y a un problème de représentation de la réalité du monde pour pouvoir faire avancer le monde. Alors, Jacques va répondre à ces deux points de vue. Je vais arbitrer. Non, mais vous savez, il y a une instance à laquelle participent tous les pays que vous avez mentionnés, c'est le G20. Oui, mais ce n'est pas le G7. Non, ce n'est pas le G7, mais le G20. Et les alternatives qui existent, l'Organisation de coopération de Shanghai ou les BRICS, entre eux, ils s'envoient carrément des missiles en ce moment. Des missiles, ils se battent. Donc, c'est à peu près l'organisation la plus cohérente encore, le G7. Mais pour qu'elle fonctionne, il faut de la bonne volonté. Et il y a une personne sur 1 million
qui lit les textes du G7 avec la conscience professionnelle d'Éric Le Boucher, qui est allé regarder des points qui sont très importants. Mais ce que le G7 a produit, vous avez bien vu, c'est malheureusement, mais c'est toujours comme ça. J'en ai fait combien, une douzaine. Ouais. C'est toujours comme ça. C'est l'image du moment, c'est le bon mot ou le mauvais mot. Et puis c'est surtout toujours largement phagocyté par l'histoire du moment. Et c'est pour ça que je trouve que là, l'histoire du moment étant évidemment l'accord que Trump a été très fier de signer à Versailles, il n'a pas été mauvais du tout d'arriver à rééquilibrer ça en accueillant Zelensky et en lui offrant au moins la possibilité d'échanger avec Trump. Enfin, dans le contexte actuel, vous savez, il faut réfléchir. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise journée pour Poutine ? C'était une mauvaise journée pour Poutine. Parce que Trump a déclaré notamment, ça n'est plus un loser. Ça, j'imagine que dans son échelle de valeur, loser, Zelensky. Oui, en parlant de Zelensky, ça n'est plus un loser. Ouais. Il remonte dans l'estime. Dans son échelle de valeur, Poutine a passé une mauvaise journée. Et ça, c'est bien d'être arrivé à rééquilibrer, malgré l'énorme pression faite sur cet accord un peu contestable. Et bonne journée pour Emmanuel Macron. Il fait un coup diplomatique plutôt... Non, quel coup diplomatique ? Pardon. Il fait venir Zelensky. Ah, il vient au G7 depuis des années, pardon. Oui, d'accord. Il vient, mais il est arrivé, il y a eu une belle mise en scène de son arrivée, et il est arrivé à faire en sorte que Trump, qui au début apparemment le battait un petit peu froid, a fini par échanger avec lui. Mauvaise journée pour Poutine, ça c'est un bon point, effectivement. Et puis il y a des bombardements sur Moscou aujourd'hui qui ont été mais ça, très impressionnants. Je dis ça. Mais pour en revenir en deux mots sur le G7 et son fonctionnement, vous dites que vous en avez fait une bonne douzaine. C'est assez... Quand Eric a fait la liste effectivement de ce qui est dit, de ce qui est posé, il y a des suites, il se passe des choses après, ou c'est une chambre d'enregistrement, comme dirait Hubert Védrine. Non, mais une des caractéristiques du G7, c'est que c'est une organisation légère. Il n'y a pas de secrétariat du G7. C'est le directeur politique du pays hôte qui organise le secrétariat du G7. Et je peux vous dire que c'est une tâche très lourde. Donc, il n'y a pas de mise en œuvre, mais il y a des organes qui sont nés du G7. Le fameux GAFI, le groupe d'action financière, qui lutte beaucoup contre le blanchiment de l'argent, est issu du G7. Vous avez un groupe qui s'appelle le groupe Lyon-Rome, qui, lui, travaille sur la lutte contre le terrorisme, qui est issu du G7, du G8 à l'époque d'ailleurs. Donc, ça peut produire des choses, mais c'est essentiellement, je vous assure, dans l'agenda d'un chef d'État, c'est le moment où il va pouvoir se retrouver avec ses pairs. Et se retrouver entre pairs, c'est important pour eux. On ménage toujours des plages où on leur fiche la paix, on les laisse tranquilles. Et les Sherpas sont jamais bien loin derrière pour ramener des éléments de langage. Mais ils ont l'occasion, enfin, de s'exprimer un petit peu plus librement. Quel est le rôle d'un Sherpa, justement, puisqu'on vous a sur ce plateau, d'un Sherpa, d'un conseiller diplomatique lors d'un G7 ? Vous écoutez tout, vous faites passer des petits mots, comment ça se passe ? Oui, c'est à peu près ça. On est assis derrière eux et on les écoute et on veille et on vérifie que les éléments de langage sont délivrés comme il se doit. Et quand on a un bon chef, le bon chef sort des éléments de langage, mais à bon escient, ce qui était mon cas. Et lorsqu'ils ont un dîner entre eux, donc ils ont l'impression qu'ils sont entre eux, mais c'est sonorisé, on est dans la salle d'à côté, on prend ils le savent, hein, c'est pas de l'espionnage, et on prend note. Mais surtout, encore une fois, quand vous êtes invité au G7, c'est 3 jours plutôt agréables. Quand vous êtes en charge du G7, c'est 6 mois de travail très intense, avec cette très lourde responsabilité. Parce que si ça se passe mal, ce n'est pas la faute des membres du G7, c'est la faute du pays hôte qui, regardez comme on a reproché l'année dernière aux Canadiens le départ précipité de Trump. Oui. Alors que c'est juste, un acte de mauvaise éducation. Enfin voilà, mais ça a été reproché à l'organisateur, faiblesse, etc. Donc, pour celui qui organise, c'est très très important, et que ça se passe comme ça s'est passé à Évian. Avec un Donald Trump qui est arrivé 1 heure en retard, qui a fait poireauter tout le monde et qui a dit
I'm the boss. Oui, mais oui, on connaît le personnage maintenant. Hein. Voilà. Vous savez, le G7, je trouve que c'est maintenant devenu 6 renards autour d'un corbeau qui essaye de le flatter en espérant qu'il n'ait pas lu La Fontaine. Je ne suis pas sûr que Trump... Qu'il laisse tomber le camembert, oui, le fromage. Voilà. Mais on est obligé de se comporter comme ça. Ouais. Merci beaucoup Jacques Audibert de nous avoir fait le plaisir et l'honneur de venir sur le plateau de France 24 et merci nous éclairer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Éric Le Boucher, donc à lire demain les résultats du G7 et ce que vous en pensez. Et puis Catherine Tricot dans la revue Regard, votre lettre quotidienne de la revue. Merci à Flore Simon et Sacha Bamba pour avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.